Mais parmi les officiers de cette nouvelle armée se cache un homme que la guerre précédente a transformé en un fanatique vengeur. Son nom, John Felton, lieutenant de la marine ayant survécu au massacre de l'île de Ré. Cet homme de 33 ans nourrit une haine mortelle contre celui qu'il tient pour responsable de tous les maux qui rongent l'Angleterre. John Felton incarne le puritanisme anglais dans ce qu'il a de plus sombre et de plus implacable. Fils de fermier du Yorkshire, il s'est engagé dans la marine royale, et ce, par conviction religieuse. L'expédition de La Rochelle devait être sa croisade personnelle, mais au lieu de ça, Felton a vécu l'enfer de l'incompétence. Il a vu ses camarades mourir dans des assauts inutiles, a assisté à l'agonie des soldats abandonnés sur les plages françaises, a subi l'humiliation de cette retraite désastreuse. Cette expérience l'a transformé en une machine à tuer. Et depuis son retour en Angleterre, Felton rumine sa vengeance. Il lit avec passion le pamphlet anti-Buckingham, récupère les discours parlementaires contre le favori, étudie la longue liste de ses crimes. Dans son esprit fanatique, éliminer George Villiers sauvera l'Angleterre de la perdition. Felton prépare minutieusement son attentat. Il achète un poignard à l'atelier de Portsmouth, s'entraîne à manier minutieusement cette arme. Il étudie les habitudes de sa cible. Sa qualité d'officier lui permet de s'approcher de George sans éveiller le moindre soupçon. Le futur assassin rédige également une justification écrite de son geste. Cette lettre qu'il porte constamment sur lui, expliquant les motifs de son acte. Cet homme a ruiné l'honneur de l'Angleterre par ses crimes. Sa mort libérera le royaume de sa tyrannie. Dieu bénira celui qui accomplira cette justice. Portsmouth, 23 août 1628. Au petit matin, George se réveille de bonne humeur dans son palais résidentiel. À 36 ans, il conserve sa beauté légendaire malgré les épreuves récentes. Ses cheveux dorés commencent toutefois à grisonner. Quant à son visage, il porte bien les traces de la fatigue et du stress. Mais son charisme demeure tout de même intact. Le voici faisant sa toilette, se pomponne, s'habille avec son élégance habituelle, pourpoint de soie brodée, cape doublé d'hermine, chapeau orné de plumes d'autruche. Ses bijoux étincellent au soleil matinal. Bagues ornées de diamants, chaînes d'or massif, broches serties d'émeraude. Cette magnificence contraste cruellement avec ses soldats qu'il va envoyer à la mort. George consacre cette matinée aux derniers préparatifs de son expédition. Il doit inspecter l'embarquement des vivres, vérifier l'état de l'artillerie, rencontrer les commandants de navires. Cette routine militaire l'ennuie à mourir. Lui qui rêve de gloire stratégique se retrouve à compter les barils de poudre. Vers 10h, il quitte sa résidence pour se rendre au port. Une foule de courtisans, d'officiers ainsi que de solliciteurs l'accompagnent dans ses déplacements. Cette cohue habituelle masque la présence de John Felton, qui se fond discrètement dans le cortège officiel. L'assassin en puissance observe sa victime avec une obsession morbide. Il note les moindres faits et gestes de George, ses habitudes, ses instants de vulnérabilité. La main droite de Felton se crispe sur le manche de son poignard dissimulé sous sa cape d'officier. L'occasion se présente lorsque George s'arrête devant l'auberge de Greywood pour discuter avec le capitaine Mason, commandant d'un navire de guerre. Cette conversation technique sur les problèmes de navigation ennuie profondément le duc, supportant mal ces détails prosaïques. Profitant de la cohue générale, Felton s'approche par derrière. Les gardes du corps de George, habitués à voir circuler des officiers en uniforme, ne prêtent aucune attention à ce lieutenant anonyme. Et pourtant, cette négligence sécuritaire va coûter la vie aux favoris. À 10h45 précisément, Felton passe à l'acte et d'un geste rapide et précis, il plonge sa lame entre les omoplates de George, visant le cœur avec la précision d'un anatomiste. Le poignard traverse les pourpoints de soie, perce et perfore l'organe vital de George. George pousse un cri de surprise et de douleur. « Misérable, tu m'as tué !» Il se tourne, voit son assassin, tente de parler, mais le sang a déjà envahi ses poumons. Ses yeux expriment plus de stupéfaction que de souffrance. George s'effondre sur les pavés de Portsmouth. Son sang rouge vif souille ses vêtements somptueux, formant une mare écarlate qui s'élargit rapidement. La beauté légendaire de George Villiers s'éteint dans cette agonie publique. Les témoins de la scène restent d'abord figés par la stupeur. Personne n'arrive à imaginer que l'on ait pu attenter à la vie du tout-puissant duc de Buckingham. George agonise en quelques minutes. Le poignard de Felton l'a touché en plein cœur, provoquant une hémorragie massive, impossible à stopper. Ses mains jadis si habiles pour caresser et séduire se crispent convulsivement avant de retomber inerte. Son regard, qui avait séduit 2 rois d'Angleterre, se voile progressivement. À 10h52, George Villiers, duc de Buckingham, rendra son dernier souffle sur les pavés sanglants de Portsmouth.
La nouvelle de l'assassinat se répand comme une traînée de poudre, à la suite de quoi beaucoup considéreront Felton comme un héros national. Dans les tavernes du port, on trinque à la santé de l'assassin. Les marins qui devaient embarquer dans cette expédition suicidaire remercient le ciel de les avoir libérés de cette obligation. Les familles endeuillées par La Rochelle voient dans cette mort une justice divine. Cette joie populaire révèle l'étendue de la haine que George inspirait. Durant 13 ans, cet homme a symbolisé tout ce que les Anglais détestaient. Corruption, incompétence, arrogance, gaspillage. Sa mort libère d'une colère qui, durant longtemps, est restée contenue. Les autorités tentent de maintenir l'ordre public, mais l'enthousiasme général dépasse leur capacité de contrôle. Des foules se rassemblent spontanément pour célébrer l'événement. Certains improvisent des chansons satiriques sur la chute du tyran. D'autres organisent des beuveries géantes. John Felton est emprisonné dans la tour de Londres. Des anonymes lui envoient des lettres de félicitations, des vivres, des livres religieux. Certaines dames de la haute société lui brodent même des mouchoirs parfumés. Le procès de John Felton, automne 1628, passionne l'opinion publique. Cependant, le verdict ne fera aucun doute. Felton est condamné pour haute trahison. Beaucoup considéreront cet homme comme un martyr de la cause nationale. Le 29 octobre 1628, le corps de John Felton pend étendu, inerte, au bout d'une corde.